Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, je vous amène au Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, pour partir à la rencontre de Rémi Labesco, éleveur à la ferme de Libat, dans les Landes. Installé au cœur des Barthes de l'Adour, ces zones humides régulièrement inondées, Rémi a fait le choix d'élever des vaches rustiques de race bordelaise et normande, parfaitement adaptées à ce territoire. Dans cet épisode, on parle élevage, agriculture dans les zones humides, mais aussi économie agricole. Car Rémi a une vision très lucide de son métier. Pour lui, aujourd'hui, un agriculteur doit être autant gestionnaire qu'éleveur, quitte parfois à arrêter une production quand elle n'est plus viable économiquement. Et nous verrons que c'est ce qu'il a fait en passant de la production de lait à la production de viande. Un virage à 180 qui en interpellera plus d'un. Un échange passionnant et sans filtre sur les réalités du métier d'agriculteur aujourd'hui. Allez, je vous laisse en compagnie de Rémi. Bonne écoute. Salut Rémi. Salut. Merci beaucoup pour ton temps. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement? Alors moi c'est Rémi Labesco, donc je suis co-gérant sur la ferme de Libat. Donc nous on est situé sur la commune de Peille, dans le sud des Landes, entre Pérorade et Tyros. Je suis co-gérant avec ma maman, on est associés, c'est une ferme familiale. Donc je suis la quatrième génération. C'est mes arrière-grands-parents qui étaient arrivés à l'époque du métayage. Et donc maintenant, je suis en train de reprendre et ma compagne qui est en phase d'installation en même temps. Et actuellement, où c'est qu'on est? Et du coup, actuellement, on est à la foire de Bordeaux, on est au salon Aquitanima. Et nous, on est là parce on a un stand et on fait à manger avec nos produits de la ferme. Des très bons burgers que j'ai testés par 2 fois et approuvés plus qu'approuvés. Ça a été quoi pour toi le déclic de devenir agriculteur? Alors, moi, le déclic, je ne sais pas si c'était un déclic parce qu'en fait, depuis que je suis tout petit, je voulais être agriculteur et depuis que je suis tout petit, je voulais élever des vaches. Il n'y en avait pas sur mon exploitation, je ne connaissais pas, j'en voyais juste en vacances et chez des voisins. Mais voilà, j'étais passionné de ça, donc en fait, depuis tout petit, je voulais faire ça et en fait, sorti du collège, je me suis orienté vers des études agricoles pour me former autour de ça. Et puis, plus j'ai fait de stages, plus j'ai rencontré d'exploitations et plus c'est passionnant, donc j'y suis allé à fond, quoi. Tu es allé jusqu'à l'école d'ingénieur agronome Bordeaux Sciences Agro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour te dire, en fait, sorti du collège, j'ai fait un bac pro conduite et gestion d'exploitation agricole à Orthès. Après, je suis parti en BTS production animale à Pau-Montardon. Et ensuite, je suis rentré à l'école donc à Bordeaux Sciences Agro, école d'ingénieur agronome que j'ai fait en apprentissage dans une exploitation dans le Pays Basque qui faisait des vaches laitières, transformation. On faisait aussi de la viande. On valorisait le petit lait, on faisait des cochons, quelques fruits. Donc voilà, une ferme ultra diversifiée. C'était mon projet de toute façon d'installation. Donc j'ai pu faire tout ça. Et après, je suis parti pendant 8 mois en Nouvelle-Zélande pour continuer à explorer les systèmes à l'herbe sur les systèmes bovins. Trop bien. Et c'est une expérience qui t'a beaucoup appris, j'imagine? Ouais, ça m'a beaucoup appris. C'était les vacances? C'était les deux. Hein. C'est clair qu'il y avait une partie vacances, une partie voyage, en fait, dans le sens aussi, là où j'ai beaucoup appris, c'était pas forcément que dans l'agricole, mais aussi découvrir d'autres cultures, d'autres traditions, où c'est toi l'étranger, donc c'est toi qui t'adaptes. Mais après, ouais, c'était super intéressant parce que ça m'a fait tomber pas mal de barrières ou d'idées reçues que je pouvais avoir sur le pays. Voilà, là-bas, c'est aussi un pays qui fonctionne avec beaucoup moins d'aide agricole que nous, donc ils n'ont pas les mêmes réalités économiques. On a des exploitations beaucoup plus grandes. Et voilà, et en fait, à l'herbe, il y avait quand même une approche très rentabilité à l'unité. Donc, ce qui explique en fait ces choix, tout leur choix de système. Et notamment comment ils gèrent l'herbe et pourquoi ils ont choisi d'utiliser de l'herbe dans la ration. Mais parce qu'en fait, économiquement, c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi, quoi. Ça a influencé tout ça, ta manière de concevoir ton élevage derrière, on en reparlera, mais est-ce que ça a apporté à ta réflexion? Ouais, du coup, ça a continué à apporter à ma réflexion parce que durant toutes mes études, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup d'apprentissage et puis j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes ressources qui sont des anciens maîtres d'apprentissage, des anciens maîtres de stage qui m'ont fait découvrir aussi des systèmes à l'herbe en zone de montagne, en zone de plaine, avec des réalités un peu différentes. Mais c'est vrai que du coup, ça a pu continuer à abonder dans ce sens-là parce que moi, j'ai travaillé dans une ferme en Nouvelle-Zélande, il y avait 400 hectares, on avait 1000 têtes en vaches laitières, donc c'était grandiose. Mais par contre, voilà, là-bas, c'était organisé au niveau étatique. En fait, chacun a son rôle et a sa spécialisation. C'est-à-dire que nous, on faisait du lait. On ne faisait pas de l'élevage hygiéniste, on ne faisait pas de l'engraissement, on faisait que du lait. Donc on faisait naître les veaux qui partaient assez jeunes pour aller dans des exploitations qui élevaient des veaux. Il y avait des exploitations qui faisaient des veaux, d'autres exploitations qui élevaient des génisses, d'autres exploitations qui engraissaient. Donc c'est très spécialisé et c'est assez intéressant de voir d'autres systèmes que nous parce que nous on fait tout dans nos fermes de A à Z. Donc c'est aussi d'autres compétences, on ne spécialise pas, on n'optimise pas forcément toujours. Et donc voilà, moi ça a bien participé. Et puis après, prendre aussi en compte les aspects contextuels et historiques, quoi, pour
pourquoi il y a tel système qui existe dans telle partie du monde ou dans telle partie de France ou dans tel village en fait. Parce que c'est là où moi ça m'a beaucoup ouvert les yeux de voir les diversités et les réalités. Et de voir qu'on pouvait parfois faire différemment que des fois que les parents ont fait ou que les voisins font et que peut-être qu'il y avait d'autres voies à explorer aussi. Ouais, tout à fait. Mais ouais, en fait, complètement. Et puis moi, dans l'idée, c'est aussi dans cette approche-là de me dire l'aspect contextuel, il est ultra important. Et moi, mes terres, elles sont dans un village avec un terroir défini. Mais le terroir, il est propre à mes parcelles. Et même dans mes parcelles, j'ai une grosse hétérogénéité. Et donc, du coup, de m'obliger en fait à continuer à creuser. Et je découvre encore, en fait, en venant à la foire, à un salon comme ici, on rencontre d'autres éleveurs qui ont d'autres réalités, qui ont fait d'autres choix, qui ont réussi, qui ont échoué. Et en fait, moi, mon idée, c'est ça, c'est que j'ai choisi un système. Mais en fait, je suis installé depuis fin 2019. En 6 ans, mon système, il a évolué tous les ans, en fait, parce que c'est ça, en fait, c'est l'aspect contextuel. Il y a des choses, on y croit, et puis après, on l'essaye parce qu'un tel a fait comme ça. On a vu quelqu'un qui a réussi en faisant comme ça, mais des fois, on n'y arrive pas, des fois, on y arrive. Voilà, l'important, c'est d'essayer de remettre en question et d'analyser à l'instant T, quoi. Quand je dis instant T, moi, j'essaye de faire ça mensuellement, voire trimestriellement, pour pouvoir être très réactif sur des choix d'entreprise et des stratégies d'orientation, quoi. L'importance d'être ouvert d'esprit et de la remise en question. Justement, tu t'installes en 2019. Il y avait quoi sur l'exploitation avant et comment te vient l'idée de mettre de l'élevage laitier? En fait, c'est ça qui m'a interpellée dans ton parcours parce que pour donner un peu de contexte, en Nouvelle-Aquitaine, il y a une déprise totale de l'élevage laitier. Franchement, croiser des Primostein ou des vaches laitières dans les Landes, c'est rare. Quand je vais en Bretagne ou en Meuse, je suis émerveillée de voir toutes ces vaches laitières partout. Comment l'idée t'est venue? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Raconte-nous un peu. Bon, je vais continuer un peu l'historique parce que pour moi, ça explique beaucoup de choses. J'aime bien me dire qu'une parcelle, elle est ce qu'elle a vécu, un animal, il est ce qu'il a vécu, mais en fait, nous aussi, on est ce qu'on a vécu. Pour continuer l'historique, en fait, il se trouve que mon père s'est installé sur l'exploitation familiale dans un contexte difficile parce qu'il a repris l'exploitation de mon grand-père avec un dépôt de bilan, donc avec un contexte économique ultra difficile devant un juge. Donc ça, c'est en 1994, l'année où je suis né. Et donc en fait, suite à ça, c'est pour ça que mes parents ils sont orientés vers une opportunité de marché où ils se sont tournés vers l'agriculture biologique avec un contrat sur des poulets. Donc en fait, ils se sont orientés vers des cycles courts des poulets et après ils sont partis, ils ont mis un pied dans le bio, dans l'agriculture biologique à ce moment-là. Nous, moi j'ai un petit frère qui a un an de moins que moi. En fait, on était assez jeunes. Suite à ça, c'est comme ça qu'ils ont découvert l'agriculture biologique dans un premier temps. Et après, pour eux, ça a fait sens. Voilà, nous, on était en bas âge et c'est vrai que toutes les approches environnementales, santé, ça leur faisait écho. Et nous, on a quand même été éduqués dans tout ça. Et eux, ils ont développé tout un système. Après, ils ont développé la vente directe dans le début des années 2000 pour pouvoir être indépendants des marchés qui peuvent exister. C'est pas tout rose parce que c'est aussi difficile, la vente directe, et de vouloir tout maîtriser. Il y a beaucoup de travail, il y a des compétences nécessaires. Et beaucoup de compétences différentes et aussi de l'optimisation qui peut être difficile. Mais voilà, en fait, ils sont orientés vers ça. Donc, ils ont développé les poulets avec vente directe à la ferme et la totalité en vente directe. Et après, ils ont fait un peu d'activité de maraîchage. Donc moi, je suis arrivé avec mon projet parce que j'étais passionné par les vaches. Et je voulais être éleveur de vaches depuis tout petit. Et il se trouve que nous, donc, sur l'exploitation, on a 65 hectares. Mais sur les 65 hectares, on a pratiquement 50 hectares de Barthes de l'Adour. Les Barthes de l'Adour, c'est des prairies inondables, prairies naturelles inondables le long du fleuve Adour. C'est des parcelles qui sont dites pauvres, avec des végétations pauvres, où il est très difficile de faire des cultures à grosse valeur ajoutée parce que le sol, on est sur du 70% d'argile, c'est compliqué de cultiver. Donc moi, mon idée, c'était vraiment d'installer des herbivores pour manger de l'herbe. L'idée, la genèse un peu de tout ça, c'était ma passion et puis en fait l'éducation aussi que j'ai pu recevoir de mes parents pour rester dans un système qui me semble a du sens dans la durabilité environnementale, économique et voilà, tout ce qu'on peut englober dans le mot durabilité. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé, tes parents? Parce que du coup, ils n'ont pas eu une expérience de fou avec l'élevage laitier. Il y a beaucoup d'éleveurs landais d'ailleurs qui ont connu la crise laitière de plein fouet et beaucoup d'élevages laitiers qui ont mis la clé sous la porte à ce moment-là. Comment ils ont vécu le fait que tu veuilles réintroduire de l'élevage laitier sur l'exploitation? J'avoue que j'ai assez de chance sur ça parce que mes parents, je peux le voir avec d'autres copains qui se sont installés où c'est pas forcément toujours aussi simple de s'installer sur une ferme familiale avec des fois de la pression aussi indirecte. Mais moi, en fait, ils m'ont jamais empêché d'être agriculteur, ils m'ont jamais découragé d'être éleveur. Et en fait, moi, quand je leur ai parlé de mon projet, ils sont en soutien total avec moi. Et puis, en fait, ils m'ont laissé les clés du camion. Voilà, et puis en acceptant, même si je sais que peut-être parfois peuvent être inquiets pour moi ou pour ma réussite, en me laissant faire des erreurs, quoi. Et je pense que c'est important, c'est ça le truc, c'est d'oser faire un truc,
Mais en fait, on va se planter. Il y a plein de choses où on va se planter. Et des fois, c'est vrai que des générations antérieures peuvent nous bloquer dans des choses qu'on veut essayer de faire en voulant nous empêcher de faire des bêtises. Mais je pense que c'est important de les faire pour s'en rendre compte et avancer. Donc non, ils l'ont vu. Au contraire, moi, je sais maintenant, après coup, qu'ils en sont très fiers que j'ai pu reprendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose de beau et qui a beaucoup de valeur pour eux d'avoir transmis la ferme, quoi, de se dire qu'on n'a pas travaillé toutes ces années pour rien. Donc, ils sont totalement en soutien avec moi et ils me font confiance. Donc, c'est chouette. Et alors, quelle race t'as choisi? Moi, dans mon idée, c'est l'idée de me dire, en fait, un bovin, de base, c'est mixte. N'importe quelle race, n'importe quel bovin, il fait de la viande et il fait du lait. Historiquement, à l'époque du métayage, les vaches, dans la ferme, elles faisaient un veau pour revendre le veau. Et puis, en fait, elles faisaient aussi du lait pour nourrir la famille. Et puis à la fin, on faisait des bœufs. Alors nous, je pense que c'était dans beaucoup de régions en France. Et bien, ils abattaient le bœuf pour les fêtes du village avec la famille et les amis qui venaient manger les morceaux à griller. Et puis le reste, ils le conservaient pour les daubes, les pot-au-feu, tout le reste de l'année. Mais tout ça pour dire qu'une vache, elle servait à produire de la viande et du lait. Donc moi, c'est dans cette approche-là de mixité. D'abord d'un point de vue, alors c'est pas juste éthique et utopique, moi c'est aussi dans une approche économique, de me dire je veux partir, donc choisir des races mixtes. J'ai choisi sur une base normande et ensuite je suis pas mal impliqué avec la race bordelaise. Moi, la race bordelaise, c'est une race qui a failli disparaître et en fait, du coup, qui n'a pas subi de sélection génétique. Ça peut être vu comme un inconvénient. Moi, je le vois aussi comme un avantage parce qu'on a beaucoup d'hétérogénéité dans la race. C'est à moi de choisir et d'être le bon gestionnaire pour dire tel animal, il va plutôt aller dans ce circuit de commercialisation. Celui-là, il est plutôt laitier, il va plutôt faire plus de lait, mais je vais nourrir plus de veaux. Donc voilà, c'est plus une organisation et on est parti sur ces deux races différentes. Et puis après, voilà, je reste ouvert à tout en termes de choix de race, en termes de choix de génétique. Et puis l'idée, c'est que plus on avance, plus le système il se solidifie et qu'il faut aussi avancer dans remettre en question les choix de race, remettre en question, même si c'est long, des bovins, voilà, il faut des années pour changer de race. Donc il ne faut pas changer d'avis tous les 4 matins non plus. Et alors au début, dans ton installation, tu avais plutôt prévu de faire du lait quand même ou de la viande, de transformer le lait. C'était quoi ta vision et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Au début, mon installation, c'était le gros projet, en fait, c'était laitier. C'était l'idée de faire du lait, de transformer, de vendre en direct. Donc ce qui s'est passé, c'est quand j'ai acheté des animaux, j'ai démarré avec 15 mères. Maintenant, après, on est monté à 25 mères. J'ai commencé la première année. En fait, j'ai eu le premier village sur l'exploitation, c'est la veille du confinement. Pour le Covid. Nickel, pour t'occuper. Mais il y avait assez de boulot, donc moi, ça ne me dérangeait pas. Et donc, on a vendu tout le lait à Biolay au départ. Donc, dans un souci qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas monter un troupeau, faire des clôtures, transformer. Même si on était 3 sur la ferme avec mes parents. Mon père n'était pas encore à la retraite, mais voilà, on ne peut pas tout faire. Donc, au début, c'était de faire ça crescendo. D'abord, vendre le lait à Biolay. Ensuite, on a basculé et on a commencé à transformer. Du coup, tu as mis en place un atelier de transformation sur ton exploitation? Ouais, on a un atelier de transformation sur l'exploitation. C'est un laboratoire de transfo. Et voilà, mais en fait, dans les choix d'investissement, c'est-à-dire que je suis parti sur une salle de traite mobile, puisque l'idée, c'était de pouvoir aller traire dans les barthes, parce que je n'avais pas forcément du foncier proche de l'exploitation. Mais c'était aussi l'idée d'avoir une liberté de décision à l'avenir. Parce qu'en fait, un outil mobile, peut-être que comptablement, il sera amorti, mais il aura toujours une valeur de revente, une valeur vénale. Donc ça, c'était un premier point. Et en fait, le laboratoire de transformation, c'est la même chose. C'est un laboratoire, c'est un caisson en fait, qui a été aménagé. Je suis parti sur ça parce que j'ai pu maîtriser les investissements de départ en me disant, je veux avoir la liberté de me dire j'arrête. Ou alors, si ça cartonne, je veux pouvoir avoir la liberté de me dire... je le revends pour racheter un laboratoire qui fait le double. Bon, force est de constater qu'on a bien fait parce que le système que j'avais imaginé, sur lequel je suis parti en atelier laitier, en fait, c'était pas rentable à partir du moment où on comptait les heures de travail qu'on y passait. Pardon, tu voulais transformer en quoi? Tu transformais en quoi le lait? Alors, ouais, on transformait, on avait fait le choix de faire des lactiques et on faisait de la glace aussi, glace au lait. Donc voilà, c'est peut-être là une des erreurs. Peut-être qu'on aurait dû partir sur du fromage de garde. Mais faire du fromage de garde, ça nécessitait des salles d'affinage, ça nécessitait d'autres investissements. En fait, c'est toujours le juste milieu entre l'investissement qu'on y met, le risque qu'on prend, la valorisation au litre. Tu couvrais tes charges quand même hors ton temps de travail? Alors oui, je couvrais tout juste mes charges, c'est-à-dire je remettais pas de l'argent personnel pour rembourser mes dettes. Je couvrais mes charges, mais en fait, je ne me rémunérais pas, quoi. Donc c'était... au bout d'un moment, si je ne peux pas me rémunérer moi, ça veut dire que je ne peux pas me faire remplacer, je ne peux pas embaucher quelqu'un pour me remplacer. Là, ça me coûterait de l'argent.
Et voilà, en fait, dans une approche de gestionnaire d'entreprise, il faut qu'on soit capable sur ces temps d'astreinte, de calculer le temps de travail pour pouvoir au moins embaucher quelqu'un et sortir quand même une marge, un résultat positif qui permet en fait de réinvestir dans l'entreprise pour continuer à développer. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que comme ça a l'air évident, mais en fait, je croise énormément d'agriculteurs qui ne comptent pas leur temps de travail, ne serait-ce que pour savoir à quel atelier ils passent combien de temps et combien ils coûtent par heure pour savoir quel atelier leur coûte vraiment, lequel est rentable, etc. C'est quelque chose que tu constates aussi, ce fait de « Ah ben le maïs, il me coûte rien ». On a bu une bière avec Rémi lundi, donc on a longuement échangé, mais tu vois, ouais, moi le maïs, il me coûte rien, c'est moi qui me le fais. Ben si, ton temps de travail, il compte quand même, quoi, non ? Oui, bien sûr. Moi, c'est quelque chose auquel j'y suis très attaché, c'est les coûts de production. Et je fais que en parler parce qu'en fait, je crois vraiment que c'est un des mots de ce monde agricole, c'est qu'on ne compte pas le temps de travail. Mais moi, en fait, compter le temps de travail, c'est pas pour travailler moins, c'est parce qu'en fait, je suis passionné par ce que je fais. Et dès que j'ai un peu de temps, je suis tout le temps à me creuser la tête pour développer des projets sur la ferme. Mais l'idée, c'est il y a des boulots d'astreinte, des boulots auxquels on ne peut pas déroger. Et ça, pour moi, il faut qu'on les calcule et il faut au moins qu'on les rémunère au moins un SMIC, même si pour moi, ce n'est pas suffisant parce qu'un agriculteur, au bout d'un moment, il faut le dire, on mérite de gagner beaucoup d'argent parce que la fiche de poste qu'on nous demande, c'est beaucoup de compétences, c'est beaucoup de prise de risque, c'est beaucoup de responsabilités. Dans plein d'autres secteurs d'activité, si on met en face de cette fiche de poste une prétention salariale. Je ne vais pas donner de chiffres, mais tout le monde a une petite idée c'est un cadre supérieur en fait. Pour moi, au bout d'un moment, c'est des choses où il faut qu'on le dise haut et fort et on est responsable, nous agriculteurs, de connaître nos coûts de production avec les vraies valeurs, notre vrai temps de travail et quelle valeur on met en face de l'heure qu'on travaille. Et quitte à des fois accepter sur une activité, on y met plus de temps, qu'elle ne soit pas rentable à cause de ça, mais parce que c'est un investissement pour l'avenir. Et après, de faire des choix d'entrepreneur pour sa boîte. Et de ne pas toujours tout compter comme temps de travail, puisque comme tout chef d'entreprise... En fait, c'est ça. C'est que plein de chefs d'entreprise, quand on fait du développement de projet, c'est prendre le risque que ça ne marche pas. Mais OK, il n'y a pas de souci. Mais en fait, de ne pas le compter, c'est continuer. Et puis, des fois, c'est compter sur des parents retraités qui sont sur l'exploitation et on ne compte pas leur temps qui passe. Ils ne sont pas éternels et notre exploitation, elle est complètement bancale parce que si on s'est basé sur ça sans le calculer, le jour où il faut qu'on embauche quelqu'un pour les remplacer, eh bien, en fait, c'est le début de la fin. Et vraiment, voilà, le monde agricole, il a besoin d'avoir des jeunes qui s'installent. Il y a aussi un gros enjeu et auquel moi je crois, c'est que les hors-cadres familiaux vont être un gros enjeu des années à venir pour le renouvellement agricole. Et en fait, je pense qu'on aura besoin justement des cadres familiaux et des hors-cadres familiaux qui travaillent ensemble parce que voilà, l'accès au foncier, c'est pas que économique, l'accès au foncier, c'est aussi technique, c'est aussi du matériel amorti qui est sur les fermes, c'est des avantages qu'il y a quand on reprend une exploitation familiale parce qu'il n'y a pas besoin de tout racheter tout de suite. Par contre, on a besoin de le chiffrer parce que ça a une valeur de remplacement. Et c'est vrai que quand on fait des coûts de production sur la base des amortissements avec du matériel qui n'existe plus en comptabilité, moi je trouve que ça n'a pas de sens parce que le jour où il casse, il faut le racheter et on ne l'a pas prévu dans les coûts de production. C'est quelque chose moi, sur lequel j'y suis très attaché et je peste contre certains qui ne connaissent pas leur coût de production et qui du coup mettent des prix qui ne sont pas les vrais. Et c'est difficile du coup sur le marché. On ne peut pas être solidaire si on ne connaît pas tous nos prix, quoi. Oui, et puis aussi, c'est un constat que je partage parce que je m'en suis aperçue aussi qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui ne connaissaient pas leur coût de production. Mais c'est vrai que même pour négocier avec un négociant qui vient acheter un broutard ou même le cours des céréales, de savoir s'il faut vendre ou pas vendre, dans la posture de négociation, on est beaucoup plus à l'aise quand on connaît ses coûts de production et qu'on puisse dire au mec, mais écoute, en fait, en dessous de ça, moi, je gagne pas ma vie, donc je préfère pas te le vendre. Et la posture de négociation, elle n'est pas la même aussi en sachant ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis en fait, il y a un argument phare, c'est que quand on connaît son prix, et bien en fait on est ferme et on sait ce qu'on peut négocier et ce qu'on ne peut pas négocier. C'est quelque chose qui est bien, mais après en faisant ces coûts de production, ça permet aussi d'arriver à cibler qu'est-ce qu'on peut améliorer pour baisser notre coût de production. Mais dans quel objectif? Si c'est baisser le coût de production pour pouvoir faire de l'alimentation pas chère, moi c'est quelque chose qui m'agace un petit peu. On parle tout le temps il faut manger pas cher. Moi, je ne crois pas que ce soit ça. C'est pouvoir améliorer ses coûts de production pour que les agriculteurs vivent décemment de leur métier, peut-être puissent embaucher du monde
qui puisse rémunérer un peu plus qu'un SMIC parce qu'il y a quand même de la pénibilité dans le travail. Et en fait, c'est comme ça qu'on va attirer des jeunes pour s'installer dans le monde agricole, des jeunes et des moins jeunes. Mais voilà, il faut aussi qu'on soit attrayant et mine de rien, l'économique, il est important pour nous tous parce que sans ça, on met la clé sous la porte. Donc pour moi, c'est quand même la base. Pourquoi, selon toi, il y a cette culture de non-calcul des coûts parce que je trouve que c'est quand même un peu le sujet. J'en sais rien, je pense que c'est très propre à chacun. Je discutais encore ce matin avec un éleveur qui a une soixantaine d'années et qui lui a complètement ce discours. Donc je ne crois pas que ce soit un esprit générationnel, je pense que ça dépend des personnes, ça dépend. Il y en a qui sont bien avec les chiffres, il y en a qui le sont moins. Il y en a qui font confiance à d'autres pour faire leurs calculs, mais voilà, moi je revendique haut et fort que quand on est agriculteur, en fait, on est gestionnaire d'entreprise avant d'être éleveur ou avant d'être céréalier ou avant d'avoir la compétence d'élever des poules, d'avoir la compétence d'élever des cochons. Il faut d'abord qu'on gère une entreprise et c'est des choses, j'ai quand même un peu l'impression qu'on l'a oublié ou alors qui peut-être n'a jamais été vraiment le cas. C'est plus ressembler à des ouvriers agricoles qu'à des gestionnaires d'entreprise, mais voilà, le monde y change aussi et il y a des réalités. Voilà, n'importe quelle profession, un menuisier, un maçon, un charpentier, s'il n'est pas bon gestionnaire, il va peut-être pas durer longtemps, quoi, avant d'être compétent dans ce qu'il fait, dans son travail. Mais voilà, après, je saurais pas dire pourquoi. Ta posture aussi, elle est intéressante. Tu m'as dit, moi, en dessous d'un certain prix, je vends pas. Et si je vends pas, j'irai prendre un mi-temps ailleurs. C'est pas grave, mais je vais pas. Ça aussi, ça détonne un peu. On en parlait avec Paul Dussault qu'on salue, où il y avait une culture d'avant. Il faut toujours dire oui aux clients. Mais en fait, il y a un moment où aussi, c'est pas raisonnable de vendre en dessous d'un certain prix. Mais en fait, c'est ça. J'avoue, dans mon installation, la troisième, quatrième année a été difficile parce que quand on monte un troupeau, il y a toute la phase où on capitalise un cheptel. Tout ce travail, ça a de la valeur qui est sur pied, c'est la valeur des animaux. Mais tant qu'on n'a pas vendu les animaux, on n'a pas l'argent en compte en banque. Donc c'est vrai qu'au bout de 3-4 ans, économiquement, ça a été très compliqué. C'est là où je me suis posé 1000 questions de est-ce que je faisais pas des conneries, est-ce que j'avais pas fait des choix qui étaient finalement ultra mauvais. Donc c'est vrai que là, on remet tout en question et puis en fait, on affirme des choses aussi des fois parce qu'on en a marre en fait. Donc c'est vrai que voilà, moi, on a fait le choix par la suite. Du coup, on a orienté beaucoup vers la viande. Notre système, il est mixte, mais du coup, c'est vraiment la viande qui est devenue quand même notre activité économique de base et pas tant que ça le lait. Parce que ramener autant de travail, parce que ramener aussi aux opportunités de marché qu'on a pu développer en vente directe sur des colis de bœuf. Le fait de devoir dire oui, c'est vrai que moi, avec mes parents, ça a été des vifs débats parce qu'ils étaient un peu dans les mêmes philosophies aussi, historiquement. Il suffit d'allumer la télé, d'écouter un peu la publicité pour qu'on entende que le client est roi. Et en effet, oui, le client, c'est lui qui a le grand pouvoir dans son porte-monnaie, c'est lui qui peut changer tout un système économique. Mais en fait, moi, c'est l'idée de dire je ne peux pas dire oui à tout parce que sinon... sinon, je me prostitue en fait. Donc au bout d'un moment, c'est dire moi je trime et je pourrais gagner bien plus d'argent en allant bosser ailleurs. Mais j'avoue que je m'éclate aussi dans autre chose. Oui, puis tu habites là où tu as envie en faisant ce que tu aimes. Ça aussi, ça a un prix ça, j'allais dire, ça n'a pas de prix, mais si, ça a un prix entre guillemets. C'est un compromis entre rémunération et passion. Ouais, voilà. En fait, j'estime quand même que j'ai beaucoup de liberté. Oui, ça demande beaucoup de temps de travail, même à des moments. En fait, il faut toujours être un peu sur le qui-vive. Et c'est vrai que des fois, je pars en week-end avec des copains, mais j'ai toujours un petit moment où j'ai un appel d'un fournisseur ou alors je dois m'occuper d'un mail. Mais en fait, c'est aussi un besoin parce que je m'éclate dans ce que je fais. Par contre, en fait, je ressens quand même que j'ai une certaine liberté dans ma vie pour faire, entre guillemets, ce que je veux. Ça dépend des semaines, il y a des coups de bourre, il faut s'organiser, mais... Le métier est quand même fantastique. Moi, ça, je le regrette pas du tout. Mais malgré tout, voilà, moi, pour revenir à la question de départ du prix, quoi, moi, au bout d'un moment, j'ai mon prix il est calculé, c'est telle valeur, et en fait, ces valeurs-là, c'est quelque chose qui est incompressible. Donc, si la personne, elle veut pas acheter parce que pour elle, c'est trop cher par rapport à ce qu'elle est prête à mettre, c'est OK, en fait, mais ce sera pas mon client, et moi, je veux pas participer à ça. Et en fait, si tous les agriculteurs, tous les éleveurs, on pouvait être solidaires et de dire non, notre prix plancher sur tel produit, c'est celui-là. En dessous, on ne peut pas en trouver. Mais cette personne-là, au bout d'un moment, si elle veut bien manger, elle va mettre le prix parce que c'est ça la contrepartie. C'est-à-dire que je peux être assez exigeant sur mon prix. Il faut aussi que mon service et mon produit soient au rendez-vous. Finalement, nos consommateurs sont contents de ce qu'on fait. Ils reviennent et en fait, nos meilleurs ambassadeurs, c'est eux. Donc j'estime que c'est la bonne stratégie pour le moment.
Et je reviens sur le fait que tu as switché en viande. Comment tu as pris la décision de te dire, OK, en fait, le lait, je me suis trompée, il faut que je parte sur la viande. Bon, on a bien compris que c'était de ravier pour les coups, mais est-ce que ça a été une discussion, une décision difficile à prendre? Et est-ce que le switch, tu l'as fait rapidement? Forcément, c'était une décision qui était assez difficile parce que mon projet de base, c'était le lait. Quand on s'installe et qu'on dit qu'on va monter un troupeau de bovins, en plus de ça, qu'on va faire du lait, j'en ai eu du monde qui m'ont dit c'était pas possible, tu n'y arriveras pas. Ça m'interpelle toujours parce que moi, maintenant, je suis capable de dire ce qui marche. Par contre, je suis pas capable de dire ce qui marche pas. Je suis capable de dire ce qui marche pas dans le contexte et dans la manière dont j'ai fait parce que et encore, je peux même pas dire si ça marche pas. Je peux dire je n'y suis pas arrivé. Mais voilà, donc forcément, c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été dur parce que c'est aussi de l'ego. Ça peut être comme un échec et voilà, c'est toujours le regard des autres qui peut appuyer. Mais au final, ça a été quand même une bonne décision parce que dans mon projet, mes parents sont investis aussi à fond avec moi et je voyais bien que ça les impactait eux aussi parce que au prix d'un travail, d'un temps de travail qui était énorme, au prix de prise de tête, donc voilà, c'est vrai que l'arrêt du lait, au bout d'un moment, quand on y passait beaucoup de temps, c'était ultra chronophage et on gagnait même pas notre vie sur cette activité-là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a fait ce choix-là, du coup, on laissait les veaux, on les laissait sous les mers. Ils tètent le lait, en fait, on les laisse sous les mers et on les sève entre 6 et 8 mois. Donc, et c'est vrai que ça nous a réglé tous les problèmes sur l'élevage des veaux. Voilà, là, les veaux, ils sont magnifiques. Les croissances sont presque doublées par rapport à avant, où en fait, avant, on faisait la traite des vaches. On prenait une partie du lait et on allait téter les veaux. Donc ça rajoutait du travail, parce que le veau est capable de téter directement à la mer. C'est des systèmes laitiers qui sont comme ça. Je ne dis pas c'est impossible, je dis la manière dont nous on le faisait. Il y a des systèmes laitiers qui sont très rentables, avec certains qui ont trouvé leur salut économique et il n'y a aucun problème. Le choix c'était qu'au bout d'un moment, c'est pas possible, on ne peut pas tout faire. Et en fait, comme on est toujours en construction, d'exploitation, mais il y a les clôtures à faire, il y a l'abreuvement à amener. Donc tout ça, c'est des choses qui sont dans le montage de projet, mais au fur et à mesure, moi l'idée c'est quand même de garder la volonté, cette idée de système mixte. Voilà, bon, j'ai une certaine idée en tête pour revenir et optimiser aussi ce laboratoire de transformation, mais peut-être plus sur des périodes saisonnalisées, quoi. Avec des moments où on fait téter les veaux, des moments où on traite le lait et on transforme. Mais voilà, ça Tu continues à vendre des produits laitiers transformés du coup ou tu as tout arrêté là-dessus? En fait, ça fait 1 an et demi qu'on a arrêté de traire. Mais bon, voilà. En fait, là, la limite maintenant, c'est les ressources humaines sur l'exploitation. C'est-à-dire que là, on a l'outil qui est là. Alors, les annuités sont toujours en cours. Mais voilà, en fait, pour dire, j'ai ma salle de traite, j'ai une annuité de 2 000 euros. Mon laboratoire de transformation, c'est aussi une annuité de 2 000 euros. 2 000 euros, moi, sur le type de vache que j'ai, je vends une vache, je rembourse l'annuité. Donc moi dans mon choix, dans la liberté, c'était aussi d'avoir la liberté de me dire, je ne suis pas coincé par mes dettes, je suis obligé de continuer. Donc là, en fait, oui, actuellement, l'outil, il est là, je le paye et je ne l'optimise pas, je ne le valorise pas, mais il n'est pas perdu, quoi. Et l'idée, c'est de le relancer, mais je vais le relancer quand j'aurai un peu plus de ressources humaines et voilà, je veux pas repartir dans un truc où c'est en épuisant mes parents, quoi. Où j'estime qu'ils ont assez bossé toute leur vie. C'est vrai que le fait d'avoir une base économique qu'on a développée autour de la viande et de la valorisation de la viande, ça nous permettra justement de travailler sur la diversification des activités autour de la ferme, mais pas forcément moi qui vais tout faire, mais être plutôt proposer, optimiser des charges, diluer des charges fixes en venant peut-être installer des hors-cadres familiaux. Voilà, nous, sur le nombre d'hectares qu'on a, sur tous les outils qu'on a, on aurait largement de quoi installer quelqu'un qui fait des poules pondeuses, quelqu'un qui fait du maraîchage. Oui, à qui tu louerais des terrains ou les installations? On louerait une partie de l'année parce que nous, comme on fait du pâturage tournant dynamique, on est en 100% herbe sur le troupeau, avec la période estivale, printemps-été, où on va pâturer les barthes. Donc en fait, nos terres labourables sur les coteaux, elles sont disponibles. Donc faire des cultures de printemps et d'été, ce serait largement faisable, et venir réutiliser ces parcelles-là pour faire du pâturage hivernal sur des couverts végétaux. Tout est à monter. Par contre, c'est qui travaille comment, avec quelle structure. Est-ce que c'est sous forme de salariat, mais du coup qui a la responsabilité? Est-ce que c'est moi qui prends tout? Est-ce que c'est sous forme de partage d'outils de travail avec des entrepreneurs?
Le matériel, ça peut être sous forme de CUMA, ça peut être sous forme de location à l'heure. Beaucoup de choses sont à monter en fait et ça dépendra des profils qui se mettront sur ma route. Puis beaucoup de choses sont à inventer pour permettre à des gens de s'installer sans avoir à s'endetter de centaines de milliers d'euros, quoi. Il y a de ça et puis en fait c'est l'idée, c'est toujours la question du foncier quoi. Le foncier qui peut coûter très cher, des bâtiments qui peuvent coûter très cher. Mais en fait dans l'idée, le monde du travail connaît une révolution avec des nouvelles générations qui ont d'autres volontés de vie au sens global. Mais en fait, c'est aussi le cas sur les exploitations agricoles et peut-être que le monde agricole va connaître des turnovers assez énormes. Peut-être que maintenant, s'installer pour être agriculteur pendant 40 ans, peut-être que ce ne sera pas le cas. Peut-être qu'on va avoir 3 métiers différents dans notre vie. Donc en fait, il faut pouvoir développer des systèmes qui soient rentables rapidement, bien sûr, sinon ça ne peut pas marcher, mais qui nous donnent une certaine liberté structurelle pour changer rapidement. Oui. Je disais que le métier d'agriculteur gagnerait à être un métier un peu plus comme les autres. Ça ne plaît pas toujours à tous les agriculteurs de dire ça, mais effectivement, en ce sens-là, qu'on puisse à un moment changer de métier, qu'on puisse en vivre décemment, qu'on puisse venir et faire des horaires de travail. Évidemment, il ne faut pas enlever la passion et tout ça qui est à côté, mais bon. Non, mais oui, tout à fait. Enfin, moi, comme les autres, oui, je suis d'accord. Mais moi, mon objectif de vie, c'est d'avoir des vacances, c'est d'avoir des week-ends, c'est de pouvoir continuer mes loisirs, c'est de pouvoir continuer à passer des moments en famille sans être coincé. C'est de gagner ma vie plus que confortablement pour pouvoir aussi mettre ma famille à l'abri pour des aléas, pour payer des études à mes enfants pour plus tard. Enfin voilà, moi c'est des choses qui me semblent indispensables et il faut arrêter de prôner de la précarité dans le monde agricole parce qu'en fait pas vouloir faire ça pour l'argent. Combien de fois j'entends moi je veux pas faire ça pour l'argent. Mais si quand même. Je sais que ça choque, mais maintenant je fais exprès de donner des chiffres parce que ça reste toujours tabou dans le monde agricole. Mais moi j'aime bien dire mon objectif c'est qu'un jour je gagne 4 000 euros net par mois en étant agriculteur. Je suis convaincu que c'est faisable. Alors bien sûr que c'est tabou, tout le monde dit ouais, tu ne devrais pas parler de chiffres, mais je m'en fous en fait. Et si c'est faisable, tant mieux, et qu'il y ait beaucoup plus d'agriculteurs et que la profession elle soit aussi reconnue comme une profession de valeur parce que c'est dur en fait d'être agriculteur. Donc. C'est dur et c'est indispensable. Ça fait quand même 2 raisons d'être bien payé. Et c'est indispensable, mais je crois vraiment pour le développement de l'agriculture, il faut qu'on arrive à bien gagner notre vie, quoi, parce que c'est plus possible d'être dans des situations de précarité. Il faut être vaillant, il faut tenir, il faut être fort, mais en fait au bout d'un moment, on reste des hommes et des femmes, et voilà, c'est pas possible d'être tout le temps sur un fil. Et puis il y a un enjeu effectivement collectif, de système à changer, etc. Mais il y a aussi un enjeu individuel d'être dans cette posture de chef d'entreprise et d'accepter de travailler pour gagner sa vie et de l'assumer aussi dans les négociations commerciales, vis-à-vis de ses voisins, de faire ce métier aussi pour l'argent parce que c'est bien mérité quand même, je trouve. Mais ouais. Et puis je suis convaincu, voilà, il y a 2 personnes qui ont le pouvoir, le consommateur qui consomme et qui décide d'acheter et de développer une filière plus qu'une autre par son porte-monnaie. Et en fait, nous, agriculteurs, quoi, au bout d'un moment, si nous, on ne met pas des vrais prix, personne ne le fera pour nous. Hein. On est les seuls à avoir un intérêt à ça. Et c'est vrai que des fois, je trouve qu'on a du mal à être solidaire. Il y a des professions qui arrivent à être solidaires sur des prix d'heures au travail et ils se mettent d'accord même s'ils sont en concurrence. Voilà, le monde agricole, je crois que pour moi, on peut progresser sur ça encore beaucoup. Ouais. Donc, les veaux sous la mer pendant 6 à 8 mois. Et après, une fois qu'ils sont sevrés, les veaux, tu en fais quoi ? Nous, on est en agriculture biologique, mais en fait, on est surtout le système d'élevage en 100% herbe. C'est le choix de développer la pâture au maximum. Et ensuite, pour les périodes hivernales, c'est du foin. Dès le sevrage, moi, les veaux, je les garde 7 jours dedans, histoire de bien surveiller avec la mère qui tète bien, que la mère, elle s'en occupe bien, qu'elle les lèche, qu'elle est maternelle en fait, et ensuite ils partent à la pâture avec leur mère dès le 7e jour, quoi. Et pour certains, il y en a certains qui naissent dehors déjà. Et en fait, le but c'est que pendant que le veau tète la mère, en fait, ils commencent déjà à pâturer parce qu'il y a du mimétisme avec les plus vieilles, avec le troupeau de mères. Et en fait, il y a aussi de l'éducation au pâturage par les mères. J'aime à croire qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent de la mère à l'enfant aussi dans l'espèce bovine. L'idée, c'est que je les laisse avec les mères. Et ensuite, quand je vais les sevrer, je les sépare, donc vers 6 mois, dès qu'ils commencent à être assez grands. Et à ce moment-là, ils n'ont plus que de l'herbe. Je les mets à part, en fait, je les gère en lot à part. Et du coup, ils n'ont plus que de l'herbe jusqu'à la fin de leur vie. Donc nous, on fait du bœuf de 3 ans. Et après, les femelles, on en garde tout pour le renouvellement. Donc ça va devenir des mères pour plus tard. Et
en fin de cycle. Bon, là, le troupeau est assez récent, donc c'est toujours, il faut 3 ans. Moi, il me faut 3 ans avant de faire un veau. Parce que comme je suis sur des rations qui sont moins riches énergétiquement, parce que tout à l'herbe. Oui, parce que pas de maïs, pas de soja. Voilà, notamment, pas de maïs, pas de soja, et voilà, avec des rations moins énergétiques. Donc j'ai quand même des croissances, des GMQ qui sont moins élevées. Donc en fait, c'est compliqué de faire des vélages à 2 ans. Mais bon, c'est un choix. Moi, économiquement, je m'y retrouve parce qu'en fait, j'aime à dire que c'est de l'herbe entre guillemets gratuite, quoi. En charge variable, j'ai pratiquement rien. Ça te diminue énormément tes charges. Ça me diminue mes charges parce qu'une vache qui pâture, c'est une barre de coupe à l'avant et un épandeur à l'arrière. C'est autant de paillage qu'il ne faut pas produire, qu'il ne faut pas mettre, qu'il ne faut pas enlever, qu'il ne faut pas épandre. Donc tout ça, c'est des coûts de matériel, c'est des coûts de temps. Quand on compte le temps qu'on y passe, c'est un coût élevé. Et c'est aussi des coûts énergétiques, de fuel, de matériel qui s'use, d'assurance de matériel. Il y a beaucoup de choses. Mais l'idée, voilà, c'est de me tourner vers ces systèmes à l'herbe parce que très intéressant en marge brute, parce que j'ai très peu de charges variables. Par contre, voilà, ce que je me rends compte en faisant les coûts de production, c'est que j'ai quand même beaucoup de charges fixes par rapport au volume que je fais. En productivité, je ne peux pas être aussi bon que d'autres systèmes. Et c'est pour ça qu'il faut que j'augmente mon nombre de têtes pour pouvoir diluer toutes ces charges au kilo produit, quoi. Oui, et tu me disais des fois que quand tu avais des négociants qui venaient, ils te disaient oui, cette vache là, elle n'est pas finie parce que justement, tu ne finis pas l'engraissement avec le maïs, le soja. Comment tu perçois ce type de remarques? C'est vrai que donc moi, c'est un transporteur ou un négociant qui s'occupait d'amener mes bêtes jusqu'à l'abattoir, qui m'avait fait une réflexion comme ça. Et c'est vrai que moi, je me disais, en fait, je le perçois dans le sens, il y a des choses qui font partie des mœurs de c'est quoi qu'on appelle un animal fini. Et un animal fini, il y a l'aspect technique d'un animal fini, il y a l'aspect technique pour le boucher, il y a l'aspect fini pour le consommateur, il y a l'aspect fini pour l'éleveur. Moi, je suis dans une approche aussi économique. Je sais que moi, parfois, d'envoyer une vache qui n'est pas complètement finie, plutôt que de la garder 6 mois de plus et où elle va manger, elle va me coûter peut-être plus cher à la garder. Parce peut-être qu'elle va gagner un peu en poids, mais pas tant que ça. Et moi, j'avoue que moi, dans mes circuits de commercialisation, parce que c'est ça aussi, ça dépend des filières, moi, dans mes systèmes de commercialisation, je veux m'orienter beaucoup vers le persillé, pas forcément vers le gras de couverture qui est en engraissement. Il y a beaucoup de dépôts de gras de couverture, quoi. Donc, il y a pas mal de farine qu'on consomme. Finalement, ça vient se mettre en gras de couverture et au moment de la découpe, on vient le parer pour le jeter, le gras. Donc, je trouve dommage, finalement, d'avoir ces pertes énergétiques. Donc, moi, c'est toujours l'approche économique, quoi. Et puis, il faut accepter de dire, il y a des animaux, il y a des hétérogénéités dans les lots. Tous les animaux ne sont pas les mêmes et on va avoir des animaux qui sont exceptionnels, qui vont grossir et qui vont bien déposer du gras. Il y en a d'autres, faut accepter qu'on n'y arrivera pas, quoi. Des fois, plutôt que de perdre 8 mois à le garder, alors qu'on aurait pu élever 3 jeunes à sa place, en fait, accepter de dire, non, cet animal, d'autant plus que maintenant, la consommation de steak haché, je crois que c'est 60-70% de la consommation. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'engraisser des animaux pour faire du steak haché? Faut accepter que non, c'est que de l'eau. On les oublie et on dit, non, la vache, elle part même si elle n'est pas finie, quoi. Je fais toujours un rapprochement économique, quoi, moi, à mes choix. Rationalité économique. Pour le moment, on vend tout en vente directe. Donc voilà, et le troupeau se développe petit à petit. Et là, on était à 25 mères. Là, on va arriver à 35-40 mères, peut-être en fin d'année, je pense. Parce que j'ai bien cerné la nécessité qu'il me faut des économies d'échelle. Il faut que j'augmente mon troupeau, quoi. Donc après, demain, la question, c'est... La vente directe, là, on fait à peu près une bête par mois. On arrive à tout vendre. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut en faire 2 par mois? Jusqu'où on peut aller pour arriver à vendre? Voilà. Donc, demain, en fait, si j'ai les animaux qui sont là, peut-être que je ferai du B2B ou peut-être en filière longue. Et puis, ça dépendra du marché. C'est vrai que le marché de la viande est très intéressant pour le moment. Combien de temps est-ce que ça va durer? Combien de temps il le sera? Là aussi, c'est très... c'est de la stratégie commerciale. Donc, c'est de la gestion. On revient à la gestion d'entreprise et il faut être adaptable. Et dans le choix de la vente directe, même si c'est très intéressant pour le moment, la vente directe, ça met du temps quand même à se construire, le carnet client, la fidélisation. Bien sûr qu'économiquement, je pense que ça se joue. Oui, ça se vaut un peu moins le coup en ce moment parce que par les circuits longs, c'est très bien rémunéré. Donc la vente directe, c'est beaucoup plus de travail, donc l'un dans l'autre. Mais bon, je te rejoins, c'est bien de garder sa clientèle quand même pour le jour où... C'est en tout cas la stratégie qu'on adopte, de se dire on veut fidéliser. C'est plus stable dans le temps quand même, la vente directe, mine de rien, que les filières. En fait, les filières, elles sont ultra volatiles et de plus en plus. Sur toutes les filières agricoles... d'une année à l'autre maintenant, avec tous les aléas climatiques, conjoncturels, géopolitiques dans le monde, puisque ça impacte aussi beaucoup les filières. Donc, Très bien. Bon, écoute Rémi, je vais passer à mes questions de fin.
La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être éleveur? Qu'est-ce qui me rend fier déjà, franchement, c'est d'avoir son exploitation, d'être à son compte, d'être agriculteur. Je sais que j'aime me revendiquer comme ça, parce qu'en fait, il me semble qu'on fait des choses qui sont importantes et qui sont bien pour la communauté, quoi. Les agriculteurs, comme tu l'as un peu glissé tout à l'heure, on fait à manger, quoi. En fait, c'est indispensable et c'est vrai que une foire comme aujourd'hui, où on va jusqu'à l'assiette, et où on a des retours, où les gens se sont régalés, franchement, ça donne envie de continuer. Ça donne envie de se dire qu'on est dans le vrai, quoi. Moi, je suis fier de ça et je suis heureux, en fait, surtout aussi dans mon métier. Tu vois. Au-delà de la fierté, c'est que je suis heureux et je suis bien. Et je serai fier quand j'aurai 70 ans et que je regarderai derrière moi si j'ai réussi à faire quelque chose d'intéressant ou pas, quoi. Mais pour le moment, je suis qu'au début, quoi. Donc, c'est tout le mal voilà. qu'on te souhaite, en tout cas. Deuxième question, est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science au prochain repas entre amis? Je sais pas, quand tu auras des burgers sur la table, par exemple. C'est de raconter comment équilibrer une carcasse, comment on fait de steak haché et pourquoi on fait du steak haché. En fait, le steak haché, c'est arrivé parce que sur une carcasse de bovin, on arrive à peu près à sortir, il y a 40% des morceaux, c'est des morceaux à griller. Donc comme les entrecôtes, les côtes, et après on a 60% des morceaux à mijoter. Et en fait, le steak haché, ça permet de ces morceaux qui sont à mijoter, qui sont assez peu tendres. Mais en fait, le fait de le hacher, on passe au travers de la tendreté et ça transforme ces morceaux-là en morceaux à griller. On va retrouver le collier, après on peut nettoyer le plat de côte, c'est des morceaux à pot-au-feu, les morceaux à bourguignon. Ouais, donc ça nous évite d'avoir à cuisiner pendant des heures et ça part en steak haché au final. Voilà, ça part en steak haché et c'est un autre type de consommation, quoi, sur des planchas, des barbecues, des cuissons minutes. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de cuisiner. Et dernière question, où c'est qu'on peut te contacter ou suivre l'actualité de la ferme, acheter vos produits surtout? Nous, voilà, on n'était pas très très bon sur ça, mais on commence à le développer. Voilà, et vous allez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a un site internet avec un e-boutique. C'est dans nos projets, c'est de développer un peu l'événementiel et l'accueil à la ferme. N'hésitez pas à venir vers nous et on essaiera de vous répondre au mieux. La ferme de Libat. La ferme de Libat. Ouais. Très bien. Bon, mille merci Rémi pour tout ton temps. Je te laisse parce que je crois que tu dois préparer le coup de feu de ce soir. Il y a la nocturne à la foire, donc tu vas encore servir beaucoup de burgers. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Donc mille merci pour toute cette approche finalement économique et parfois un peu atypique. C'était super intéressant. À bientôt. Avec plaisir, merci. Salut. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.